Bienvenue sur la chaîne Asami résumé. L'anime aujourd'hui, Soredemo Suke wa Utsukushi. Il y a un homme qui a conquis le monde. Partout sur les terres et à travers les mers, son nom est le symbole de la terreur pour le peuple. Ce jeune homme commence comme le roi du royaume du soleil, puis en seulement 3 ans, il parvient à conquérir le monde entier. Maintenant, il est essentiellement le roi du monde. Bien qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, et en ce qui concerne l'homme moyen, il pense que le roi soleil est un tyran froid et sans cœur. C'est un monstre et le pire cauchemar de tout le monde. À l'horizon lointain, il y a une terre appelée le royaume de la pluie. C'est un royaume qui n'est peut-être pas aussi bien loti que le royaume du soleil, mais il agit comme son faire-valoir direct. Alors que dans le royaume du soleil, il fait toujours beau et certaines personnes ne sont même pas conscientes que la pluie est une chose, le royaume de la pluie, en revanche, a toujours un temps nuageux grisâtre. De plus, les habitants du royaume de la pluie ont le pouvoir surnaturel de provoquer la pluie grâce à l'utilisation de leur voix. On dirait cette fois où j'ai visité Londres. Le roi soleil était conscient de cette capacité, et en tant que tyran qu'il est censé être, il décide d'épouser l'une des princesses du royaume de la pluie. Il leur donne un décret, leur permettant de continuer en tant que royaume autonome tant qu'il le laisse épouser l'une des princesses. Naturellement, les 4 belles princesses du royaume de la pluie sont au courant des rumeurs sur le roi soleil, et ne sont pas si excitées à l'idée de devenir l'épouse du roi, d'autant plus que la raison pour laquelle il les a demandées est à cause de leur capacité à provoquer la pluie. Ainsi, les 4 sœurs décident de jouer à la pierre-papier-ciseaux pour décider qui sera envoyé au royaume du soleil. La plus jeune princesse nommée Nike perd et part pour le royaume du soleil. Elle s'est préparée au pire, considérant que le roi n'a pas vraiment une belle réputation. Juste comme ça, elle atteint le rivage du royaume du soleil. Il fait nuit, mais la ville est animée. Les choses ne se passent pas aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Ses affaires sont volées par des cambrioleurs au hasard. De plus, les habitants la méprisent parce qu'elle appartient à un royaume moins prestigieux. Ce n'est pas une situation agréable, mais une famille gentille et merveilleuse l'aide dans sa situation. Cela lui donne même un abri pour la nuit. Ils sont vraiment sains. Cependant, les choses ne se sont pas encore calmées. L'aînée des 2 sœurs de cette famille est enlevée sans raison valable. Nike va évidemment résoudre la situation afin de rembourser la famille pour cette gentillesse. Et ainsi, elle utilise son contrôle sur la météo pour détruire les ravisseurs grossiers, puis les force même à l'emmener jusqu'au palais. Enfin, Nike est au palais du royaume du soleil. Elle est résolue et s'est déjà préparée au pire. Mais au moment où elle lève enfin la tête en présence du roi pour voir son apparence, la fille est juste choquée de ses lumières vivantes. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. En fait, personne ne s'attendrait à ce que le roi du monde ne soit qu'un jeune enfant. C'est vrai, les gens que le roi soleil nommé Livius n'est qu'un jeune garçon de 11 ans. Nike elle-même, d'autre part, a environ 15 ans, donc ils sont tous les deux essentiellement trop jeunes pour être roi ou reine du monde. Quoi qu'il en soit, après que le choc se soit calmé et que le roi soleil Titlive se rende compte que la jeune fille en sa présence est la princesse du royaume de la pluie, il lui ordonne avec arrogance de faire jaillir la pluie simplement pour son amusement. Maintenant, Nike est une jeune femme audacieuse, elle n'allait pas seulement obéir à l'ordre du roi, surtout compte tenu de la façon dont il semble être un jeune enfant arrogant. Elle s'agite un peu de la façon dont elle est utilisée simplement pour s'amuser et commence à étirer ses joues. Elle lui dit alors que ses pouvoirs ne sont pas aussi simples qu'il le prétend, elle ne peut pas simplement invoquer la pluie à moins qu'elle ne ressente particulièrement la beauté du monde. Ce n'est qu'en expérimentant la beauté inhérente du monde, de ses habitants, et en la ressentant, qu'elle peut faire jaillir la pluie. Maintenant, le roi n'était pas un gars très poétique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il prend les mots de Nike à la lettre et demande au personnel de préparer beaucoup de choses pour elle. Il y a un certain nombre de robes belles mais élégantes, et un cours de restauration luxueux est également préparé pour elle. Nike lui dit que par la beauté du monde, elle voulait dire par la nature qui les entoure. Mais comme prévu, c'est vraiment difficile à comprendre pour le roi. Une autre pitrerie bizarre l'amène à une prise de conscience importante concernant le roi. On dirait que Livius est un garçon qui n'est pas capable de voir la beauté inhérente du monde. C'était encore le début de leur relation, mais en apprenant plus sur Livius, Nike a commencé à se sentir instinctivement plus proche de lui, et elle jure de lui montrer que le monde est toujours beau. Elle ne savait pas qu'une tonne de scénarios dramatiques était sur le point de se mettre en travers d'elle et du roi. Elle est avec Livius essayant de transmettre la beauté du monde quand une flèche leur est tirée. Sa cible est Titlive, et c'est une tentative d'assassinat planifiée, mais Nike réagit instinctivement et s'interpose entre la flèche et Livius, le protégeant ainsi à son tour. Elle est abattue à sa place, mais heureusement, la flèche n'a touché aucun des organes vitaux.
Cependant, cette tournure soudaine des événements déconcerte Tite-Live. Leur sécurité n'est plus garantie, du moins pour le moment. Il prend la décision d'envoyer Nike sur une voiture protégée pour le moment. Mais alors qu'elle est en route, le château, en particulier la chambre de Tite-Live, est incendiée. L'ampleur de la tentative d'assassinat était beaucoup plus grande qu'auparavant, et si quelque chose n'était pas fait rapidement, Livius allait tôt ou tard être pris dans le feu. Nike sort de la voiture et sprinte jusqu'au château. À ce moment-là, à ce moment précis, il y avait un besoin urgent de ses pouvoirs. Et donc, elle invoque un pour éteindre le feu. Tout le château est trempé, mais Tite-Live va bien. Il ouvre peu à peu les yeux et assiste à un beau spectacle. C'est un arc-en-ciel qui est apparu après le règne de Nike, et en le voyant, le roi Soleil ne pouvait s'empêcher de sourire. Suite à cela, un événement a lieu au château où Nike doit être officiellement présentée comme la future épouse de Livius. Beaucoup de fonctionnaires occupant de grands postes et de nobles viennent à cette fête. En fait, quelques nobles d'un autre royaume affrontent Nike dans un jardin. C'est cet élitisme de classe. Ils ne la reconnaissent pas parce que son royaume est inférieur au royaume du soleil. Bien qu'avant que Nike ne soit forcé de se sentir inférieur, Livius lui-même se présente sur les lieux et insulte activement ses nobles pour avoir insulté Nike. Non seulement cela, il se repose ensuite dans ce jardin en utilisant les genoux de Nike comme oreiller. C'est un moment assez mignon et agréable, si je dois le dire moi-même. Nike se rend compte que Livius est visiblement assez fatigué. Il n'a peut-être que 11 ans, mais le jeune homme est très diligent lorsqu'il s'agit de questions diplomatiques et d'autres travaux. Elle lui dit de ne pas trop se charger et qu'il devrait commencer à se reposer davantage. Mais le roi se sent en quelque sorte irrité parce qu'elle lui dit de ne pas travailler autant, et cela se termine par une dispute soudaine. Du point de vue de Nike, elle essayait juste de prendre soin de sa santé, mais comme cela s'est terminé par une dispute, elle est émotionnellement blessée et se demande si Livius ne se soucie pas vraiment d'elle. Plus tard, quand elle est dans sa chambre, Nike se souvient de sa mère en chantant une chanson. Elle remercie également les femmes de chambre qui décoraient toujours sa chambre avec de belles fleurs, mais elles lui disent sincèrement que c'est le roi lui-même qui cueille ces fleurs pour elle tous les jours. Honnêtement, c'est l'un des animes les plus sains que je pense avoir jamais vu. Nike est gênée, et bien qu'elle le traite d'idiot, elle sait aussi que c'est un témoignage de la façon dont Livius prend soin d'elle, tout comme elle prend soin de lui. Pendant ce temps, la fête était toujours en pleine floraison et tout le monde attendait que la princesse se manifeste. Livius devenait anxieux à ce moment-là parce que Nike ne s'était toujours pas présenté sur les lieux, mais son majordome diligent nommé Neil demande au roi d'avoir une certaine confiance en la fille qu'il a choisie pour être son épouse. Juste comme ça, une chanson résonne dans la salle alors que Nike elle-même entre enveloppée de pétales de rose qui sont ensuite dispersés dans toute la salle, utilisant ses prouesses pour contrôler le vent. C'est un spectacle magnifique. Nike sourit, regarde Tite-Live, puis montre rapidement son appréciation pour tous les invités qui ont assisté à l'événement. Elle procède ensuite à capter l'attention de tout le monde une fois de plus par tout se passait maintenant bien, mais ensuite l'appel de la pluie et ensuite chanter dans sa gloire. Le ministère de la prêtrise a décidé de se lancer dans l'amour entre ces deux-là. Maintenant, puisqu'ils ont aussi le travail de compter qui peut se marier dans la famille royale, leur opinion est censée être importante, eh bien, ils décident d'annuler leur fiançailles pour la même vieille raison superficielle, ils disent qu'elle vient d'un royaume pas si prospère et n'a pas le droit d'épouser le roi Soleil. Bien sûr, ni le roi ni sa reine ne reculent. Nike et Livius restent résolus au fait qu'ils se marieront l'un à l'autre. Voyant cela, le ministère suggère que Nike prouve qu'elle est une femme digne de devenir la reine, en relevant un défi rituel appelé Rite of Illumination. L'idée est pour elle d'entrer dans une ancienne grotte et d'atteindre ensuite un temple. Dans ce temple, elle trouvera une bague, ce sera son cadeau au roi comme son alliance. Le roi n'était pas très enthousiaste à l'idée qu'elle relève ce défi. Il lui dit même que jusqu'à présent, aucune des princesses n'a jamais réussi à faire ses preuves à travers cette épreuve. Aucun d'entre eux n'a même pu revenir vivant. Eh bien, il y a une raison pour laquelle aucun d'entre eux n'a réussi à faire ses preuves. C'est parce que le jeu est truqué. Quoi qu'il en soit, Nike entre dans la grotte et est en route pour trouver cet ancien anneau. Mais il ne faut pas longtemps avant qu'elle soit rapidement encerclée et acculée par les membres de ce ministère. C'est ici qu'il révèle cet important secret sur le rite de l'illumination. Non, c'est simplement un outil pour le ministère de purger les princesses qu'ils jugent indignes d'être l'épouse du roi. Pendant plusieurs siècles, ils ont continué à tuer des princesses de cette façon. Malheureusement, ce ministère allait bientôt prendre son premier gros hôtel. Livius était également là, suivant Nike juste pour s'assurer qu'elle ne se faisait pas tuer. Avec lui,
Nike parvient à s'échapper par un tunnel secret que seul le roi connaissait. Nike passe la nuit, toujours en vie. Et peu de temps après, leur cérémonie de fiançailles a lieu. Bien que non seulement il n'ait pas récupéré d'anciennes bagues de cette grotte, ni Tite-Live ni Nike n'ont préparé d'autres bagues non plus. Et maintenant que la cérémonie de fiançailles a lieu en temps réel, il n'y a pas de bague. C'est alors que Nike a eu une belle idée pour ajouter une couleur authentique à la cérémonie. Elle utilise ses prouesses pour invoquer un arc-en-ciel blanc qui tourne autour du soleil en forme d'anneau parfait. Puisque, vous savez, Tite-Live est censé être le roi soleil et tout, c'était un spectacle magique et vraiment beau, à la fois au sens littéral et métaphorique. Mais ensuite, quelqu'un essaie de gâcher le moment en condamnant le roi d'aller à l'encontre de la loi. Il s'avère que le roi n'est pas censé entrer dans cette grotte. Cependant, en essayant de révéler le crime du roi, l'homme a bêtement révélé qu'ils allaient assassiner la princesse. Ensuite, il était temps que les assassins soient exécutés pour leur crime. Mais Nike déclare qu'il vaut mieux leur pardonner, et donc ils sont pardonnés. Le chef de ces assassins verse des larmes de rien pour la gentillesse de Nike et finit également par déclarer que Tite-Live est devenu un meilleur roi grâce à elle. Enfin, la cérémonie se termine avec Nike et Livius officiellement reconnus comme un couple fiancé. Ce qui signifie également qu'il était enfin temps d'amener un rival amoureux dans l'histoire parce que les choses ne peuvent tout simplement pas se terminer sans drame sans fin. Ce qui se passe, c'est que l'amie d'enfance arrive. Elle s'appelle Luna. Elle vient du royaume de l'océan, ainsi que de la fille qui est la fiancée autoproclamée de Tite-Live. Bien que la rivalité soit que le roi pense qu'elle est ennuyeuse et ne se souvient pas d'un seul cas où il lui a demandé de l'épouser. Eh bien, de toute façon, les jours de Luna en tant que rivale supposée de Nike commencent. Et de manière inattendue, elle est capable de battre Nike à peu près tout. Nike est bien sûr aussi dérangée par cela, mais pas autant que Luna. Le lendemain, elle défie à nouveau Nike. Cette fois, c'est un jeu de poulet. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit en fait d'un modèle étonnamment estimé de conflit entre deux joueurs présenté par Game Theory. C'est vraiment intéressant, il suffit de googler le jeu de poulet si vous êtes intéressé. Quoi qu'il en soit, dans ce jeu, les deux couraient avec leurs chevaux. Si vous arrêtez, vous perdez la partie. Mais si vous ne vous arrêtez pas, vous risquez de tomber du cheval, car c'est le même chemin et les deux viennent l'un vers l'autre. Nike lui donne le feu vert et le jeu entre eux commence. Les choses arrivent, et Luna finit par tomber. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas vraiment se comparer à l'amour de Nike pour Livius. Heureusement, Nike sauve Luna en invoquant l'aile, mais finit épuisée. Luna repart finalement avec une impression positive de Nike. Quant à Nike et Tite-Live, elle appelle finalement le roi par son prénom, et la façon dont Livius y réagit est en la prenant soudainement au dépourvu avec un baiser. Mais le drame amoureux n'est pas encore terminé. Un certain quelqu'un revient au château. C'est l'oncle de Tite-Live nommé Bar, et c'est quelqu'un que notre roi déteste depuis son enfance. Eh bien, je veux dire, il est encore dans son enfance. Quoi qu'il en soit, oncle Bar rentre chez lui après avoir parcouru le monde. Son nom le fait sonner comme un oncle, mais c'est un beau jeune homme qui reçoit beaucoup de femmes. Pour le dire simplement, c'est un playboy. Et donc, il essaie même de séduire notre fille Nike. En fait, il essaie de l'emmener dans sa chambre plus tard, il y a beaucoup de tension dans l'air. Bien que, heureusement, il s'avère qu'il ne faisait que tester la loyauté de Nike et n'avait aucune mauvaise intention. Mais comme le destin l'a voulu, Livius entre dans cette pièce, juste au moment où oncle Bar est au-dessus de Nike dans le lit. Le roi est furieux, et il est sur le point de torturer personnellement son oncle à mort, car c'est sa punition pour adultère. Nike, d'autre part, est ancrée dans sa chambre, mais elle ne pouvait pas simplement quitter la situation, compte tenu de la façon dont oncle Bar prend effectivement soin de son neveu. Alors elle se faufile hors de la pièce, libère oncle Bar, puis récupère Tite-Live. Elle les emmène ensuite tous les deux dans un endroit silencieux, où ils peuvent régler les choses. Les choses finissent par s'arranger, Tite-Live décide de donner à Bar son poste de Premier ministre, et il n'a plus de sentiment de mépris envers son oncle. Oncle Bar accepte le poste, mais flirte à nouveau avec Nike. Malheureusement, l'auteur n'a pas réalisé à quel point ce gimmick serait drôle. Et suite à cela, nous entrons dans l'arc final de l'anime. Nike n'est pas dans l'élément à cause d'une lettre qu'elle a reçue du royaume de la pluie. Il est dit que sa grand-mère est à peu près sur son lit de mort, mais avant de mourir, elle veut voir Nike une fois de plus. Elle n'agit pas à cause de cette lettre immédiatement, parce qu'elle était censée faire la pluie en invoquant devant de nobles invités. Elle fait tomber la pluie, mais Tite-Live déclare que quelque chose ne va pas à propos de cette pluie. Ce n'est pas aussi complet ou bon que la pluie habituelle de Nike,
et quand elle entend Livius le montrer, elle rompt finalement le silence et lui dit ce qui se passe. Le roi ne s'arrête pas même un instant. Livius, son majordome, et Nike se mirent immédiatement en route pour le royaume de la pluie. C'était un long voyage, mais quand ils sont arrivés, il s'est avéré que tout cela était une fausse alerte. Ou peut-être que j'exagère les choses. Quoi qu'il en soit, la grand-mère de Nike va bien. Il rencontre sa grand-mère, puis Ticlive rencontre ses sœurs extraordinairement belles. Ce n'est pas si mal. Cependant, dans l'ombre, la grand-mère de Nike planifie un stratagème avec un autre membre de la famille nommé Katara. Leur intention est de s'assurer que Nike ne retourne pas au royaume du soleil. Pendant ce temps, Livius n'était pas aussi ravi que les sœurs de Nike, il était seul, un peu ennuyé, un peu déprimé. Nike s'approche de lui pour lui remonter le moral. Elle lui montre des étoiles de pluie et lui fait même de la bouillie de riz. Ils s'engagent dans une conversation agréable et douce. Nike se rend compte que c'est la chose la plus saine de tous les temps, et elle l'embrasse soudainement. Tous deux rougissaient de l'embarras, tandis que ce membre sournois de la famille nommé Katara les regardait de loin. Plus tard, Katara invite Nike à une conversation, mais cela s'avère être un piège pratique. Elle est immobilisée puis mise en prison afin qu'elle ne puisse pas intervenir alors qu'il chasse le roi soleil. En fait, la grand-mère de Nike prévoit d'effacer les souvenirs de Livius sur Nike afin qu'elle n'ait pas à revenir en arrière. Elle ne savait pas que Livius était également sur leur stratagème. Il obtient l'aide d'une des sœurs de Nike et tente de la retrouver, mais finit par se retrouver face à face avec sa grand-mère. Elle lui montre les clés de la cellule de Nike, puis juste devant lui, elle jette ses clés dans le lac. Comme vous pouvez vous y attendre, le jeune garçon saute dans le lac et est immédiatement emporté par une vague. Pendant ce temps, Nike tente désespérément de se libérer en utilisant à plusieurs reprises Body Slam sur les barreaux de la prison. Ce n'était pas très efficace. Elle aime Ticlive, et Livius l'aime. Ensuite, les deux déclarent qu'une vie et un avenir l'un sans l'autre seraient inutiles. Ce serait comme la mort elle-même. De retour à la prison de Nike, ça devenait sauvage. Elle détruisait effectivement son corps. Même Katara ne pouvait pas continuer à la regarder alors qu'elle se détruisait. Alors, il prend la décision de la laisser partir. Nike essaie immédiatement de trouver Livius, elle rencontre la sœur qui a aidé Livius, et on lui dit que son homme est actuellement au fond du lac, essayant de prouver qu'il a le droit de l'épouser. Nike est émotionnellement dépassée, mais elle se précipite sur les lieux. Livius est sorti du lac, mais son corps semble être en transe. Il ne se réveille tout simplement pas. Nike l'embrasse pratiquement jusqu'à ce qu'il se réveille, puis alors que l'homme lève le bras, la clé de la cellule de Nike peut être vue dans sa main. Livius s'était montré digne d'épouser Nike. Cette affaire familiale était compliquée, mais la situation a finalement été résolue pacifiquement. Nike et Livius enfilent des vêtements plus propres et rencontrent la mère de Nike, qui est également malade. Puis, devant toute la principauté du royaume de la pluie, Ticlive déclare hardiment qu'il aimera et protégera toujours Nike. Juste comme ça, Nike, Ticlive et son majordome retournent au royaume du soleil après avoir également résolu la situation avec sa grand-mère et Katara. Cependant, ce qui les attendait à la maison n'était pas un spectacle agréable. Oncle Bar s'est avéré être un fainéant. Non seulement il n'a pas travaillé, mais il a également fini par inviter beaucoup d'invités, en particulier des dizaines de belles femmes. Maintenant, Livius doit nettoyer après lui. Les jours passent et il a encore du travail à faire. Pendant ce temps, Livius et Nike ne se sont pas rencontrés. Pas même une seule fois, cela les a progressivement conduits à se sentir tous les deux assez seuls. Puis, dans la plénitude des temps, Livius et Nike se rencontrent dans un endroit secret qu'il lui avait précédemment montré. Ils ne se cachent pas et ne se contentent pas de dire à quel point ils se sont manqués, et donc le monde est toujours beau. L'anime se termine par un autre baiser sans entre eux alors qu'ils s'allongent sur l'herbe, juste heureux d'être en présence l'un de l'autre. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais télécharger beaucoup de vidéos comme ça, donc je vous verrai à la prochaine.